le fait que l'OTAN s'étende n'est pas la raison pour laquelle la Russie est intervenue. La Russie est intervenue en Ukraine pour neutraliser la menace qu'il y avait contre les populations du Donbass. Jacques Beau, je rappelle que vous êtes l'auteur de Opération Z aux éditions Max Milo. Revenons plus particulièrement sur l'Opération Z en elle-même. Quels sont les objectifs de la Russie et comment expliquer leur évolution finalement? Les Russes avaient comme objectif, alors là aussi on a raconté beaucoup de choses parce qu'il y a plusieurs phénomènes qui se sont conjugués à la fin 2021, au début 2022. Il y a deux phénomènes majeurs qui se sont trouvés converger au début de l'année 2022. Un, c'est la préoccupation croissante des Russes de voir l'Ukraine entrer dans l'OTAN, et donc l'extension de l'OTAN. Et le deuxième était la montée croissante de la menace militaire sur le Donbass. La montée de cette menace militaire sur le Donbass a alimenté en fait l'autre crainte de cette extension de l'OTAN. Mais c'est important de distinguer les deux parce que le fait que l'OTAN s'étende n'est pas la raison pour laquelle la Russie est intervenue. La Russie est intervenue en Ukraine pour neutraliser la menace qu'il y avait contre les populations du Donbass. La question de l'extension de l'OTAN est un autre sujet que les Russes ont toujours dit, et qui, d'ailleurs à la mi-décembre de l'année passée, ils avaient fait des propositions de règlement de ce problème de manière politique, ils avaient fait des propositions à l'OTAN et aux États-Unis, et donc dans l'esprit des Russes, ce problème d'extension de l'OTAN était un problème de nature politique qui devait être résolu de manière politique par la voie diplomatique. En revanche, la menace sur le Donbass était une menace physique qu'il considérait comme imminente et donc qui était la raison pour laquelle la Russie est intervenue. Et à partir de là, on a aussi mal voulu interpréter ce qu'ont dit les dirigeants russes, et notamment Vladimir Poutine. Vladimir Poutine a dit très clairement, il a parlé de ces deux mots, dénazification et démilitarisation. Alors en fait, d'ailleurs, assez incidemment, il a repris deux termes qui étaient dans le traité de Potsdam de 1945, qui disait ce qu'on allait faire à l'Allemagne après le conflit. C'est-à-dire, effectivement, la démilitarisation de l'Allemagne et la dénazification de l'Allemagne. Il a repris exactement les mêmes termes à propos de l'Ukraine. Et c'est important de relever ces termes, parce qu'à aucun moment, la Russie dit on veut s'emparer de l'Ukraine. À aucun moment, elle dit on va renverser le pouvoir en Ukraine. À aucun moment, elle dit on va s'emparer de la moitié de l'Ukraine, du sud, de l'Est, etc. Ils n'ont jamais dit ça. Ils ont dit on va supprimer ou neutraliser la menace contre les populations du Donbass. Et c'est important parce que dans l'esprit des Russes, un lapsus intéressant, dans l'esprit des Russes, il s'agissait de détruire des capacités ukrainiennes, pas de prendre du territoire, de détruire des capacités. Mais en Occident, on a lu le discours de Poutine comme étant le fait de prendre du territoire, de s'emparer de villes, de zones, etc. Et alors, si on avait fait l'analyse correctement, on aurait dû dire les Ukrainiens ne doivent pas nécessairement s'accrocher au terrain, mais préserver leurs capacités. Et donc, ils auraient été, c'est d'ailleurs une chose que j'avais déjà évoquée dans des interviews précédentes, les Ukrainiens auraient été mieux inspirés dès le début de retirer mais garder leurs forces, de garder leurs forces intactes, de les reconstituer de façon à avoir une vraie capacité de contre-offensive. Mais la réflexion occidentale,
qui dit oui, ils veulent prendre le terrain, ils veulent s'emparer de Kiev, s'emparer de la guerre, a conduit les Ukrainiens à s'accrocher au terrain et à mourir sur le terrain, un peu comme en 1914, pendant la Première Guerre mondiale, dans le nord de la France. Et alors, en faisant ça, les Ukrainiens ont sacrifié leur capacité, littéralement, tout en perdant du terrain, du coup. Parce que plus on consolidait le terrain, on établissait des lignes de défense comme ça, pour détruire ces capacités, les Russes sont tout simplement intervenus et les Ukrainiens ont perdu toute leur capacité de contre-offensive. Parce que ces capacités ont été détruites. Et aujourd'hui, on ne sait pas exactement quel est le niveau des pertes ukrainiennes, mais il est probablement très, très, très élevé. Et les chiffres qu'on évoque pour la Russie sont probablement plus vrais pour les Ukrainiens en réalité. C'est pour ça que les Ukrainiens, de plus en plus, sont obligés de jeter dans la bataille des réservistes, et maintenant ils mobilisent les femmes, ils mobilisent des gens qui étaient dans l'ouest du pays, ce qui crée d'ailleurs des manifestations. Il y a des unités territoriales qui normalement auraient dû rester dans l'ouest du pays, qui sont envoyées dans l'est, parce que tout simplement, à force de s'accrocher dans le terrain, ils ont perdu toute leur capacité, ils n'ont plus de capacité aérienne, ils n'ont pratiquement plus de capacité blindée, ou sont très faibles, et donc on a incité, si vous voulez, les Ukrainiens à se faire détruire sur place. Et c'est pour ça que je pense que les Occidentaux ont eu en fait un effet pervers sur le déroulement du conflit, alors que normalement, si on était resté sur ce qu'avait dit Vladimir Poutine, on aurait fait en sorte de préserver les capacités de l'Ukraine. Elle aurait peut-être perdu plus de terrain que maintenant, mais elle aurait des capacités intactes pour reprendre ce territoire. Alors que là, j'ai parlé tout à l'heure de l'offensive dans la région de Kharkov, et je reste sceptique par rapport à cette offensive parce que je pense plus qu'elle est due à la faiblesse des Russes dans cette zone qu'à la force des Ukrainiens pour mener de telles offensives. On a en fait poussé l'Ukraine vraiment à sacrifier ce qu'elle avait. Alors les Russes, eux, voyant que d'abord, et c'est pour ça aussi qu'on est surpris aujourd'hui, on se dit mais les Russes n'avancent pas beaucoup. Parce qu'en réalité, leur objectif n'est pas de prendre du territoire. Leur objectif est de détruire des forces. Donc si ces forces arrivent d'elles-mêmes, je simplifie évidemment le propos, parce que les deux on ne peut pas effectivement séparer très nettement la prise de territoire de la destruction des forces. Donc, mais dans les grandes lignes, c'est ça. Pour les Russes, si on amène des vagues successives et qu'ils détruisent ces vagues successives, ils ont rempli leur objectif. Vous comprenez ? C'est des capacités qui doivent être détruites. Donc, tant qu'on amène des soldats et qu'eux sont capables de les détruire, ils remplissent leur objectif. Ils n'ont pas d'objectif de terrain. Cela étant dit, les Russes ont compris, parce qu'évidemment, en détruisant une unité puis l'autre, etc., ils ont progressivement aussi avancé, et ils ont modifié leurs objectifs au fur et à mesure de la guerre. Il ne faut pas oublier que les Russes travaillent dans leur manière d'approcher la guerre, un peu comme Clausewitz. C'est-à-dire que d'abord, on détruit des forces et on ne s'empare pas de territoire, un élément déjà clausewitzien à la base, mais aussi on adapte l'objectif en fonction de la situation. Quand on avance et que la situation change, eh bien on adapte l'objectif à la situation. Et c'est pour ça qu'au fur et à mesure du grignotage des forces ukrainiennes, eh bien les Russes ont pu ajuster leur objectif, puis ils ont dit, bon, puisque on est là, on va encore libérer ça, et puis encore ça, et puis encore ça, et puis on ira jusqu'à ce qu'on ait, si vous voulez, sécurisé toute une zone. Quand Lavrov dit, par exemple, le fait de donner des missiles de 300 km obligerait les Russes à avancer de 300 km. C'est
effectivement, Lavrov ne fait que exprimer un concept typiquement clausewitzien. Donc, si vous donnez une capacité d'un missile de 300 km, qui fait 300 km, pour détruire cette capacité, les Russes devront avancer de 300 km. Et puis, quand ils ont avancé de 300 km, ils ajusteront leur objectif, diront, puisqu'on est à 300 km là, on prendra encore cette région-là et puis celle-ci. Ce qu'ils n'auraient pas nécessairement fait au départ. Donc voilà, on est dans une situation aujourd'hui où les Russes, certainement que les Russes ne veulent pas prendre toute l'Ukraine, parce que les Russes savent que la partie ouest de l'Ukraine, qui est une partie très ukrainienne, si on peut dire ça comme ça, donc ukrainienne par rapport à la partie sud et est, qui est ukrainienne, russe, ethniquement parlant, si vous voulez, ou culturellement parlant. Et donc, ils savent très bien qu'en entrant dans la zone ukraino-ukrainienne, la résistance serait très forte et que là, on est parti pour une guerre sans fin. Jacques Beau, je voulais savoir, pour vous, le soutien occidental à l'armée ukrainienne a-t-il été décisif, selon vous? Le soutien n'est pas décisif. Décisif, ça veut dire qu'il permet d'emporter la décision. Non. Le soutien occidental n'est pas décisif. En revanche, il a permis d'alimenter le discours ukrainien sur une possible victoire, exactement. Ou plus exactement, avec une nuance, une possible défaite de la Russie. Parce qu'on cherche plus à avoir, et c'est d'ailleurs intéressant quand on voit d'ailleurs, je le cite dans mon livre, c'est vraiment des éléments qui ont été cités par des dirigeants ukrainiens. Il s'agit davantage, les Ukrainiens ont comme objectif le changement de régime en Russie. C'est très étonnant. Ils ne parlent même pas de on veut reprendre telle zone ou telle oblast, etc. Non, ils veulent le changement de régime en Russie. Donc ils ont épousé en quelque sorte l'objectif occidental, ce qui est un peu contre-intuitif, parce que on pourrait s'imaginer que dans la tête d'un Ukrainien, le but c'est la victoire. Non, leur but c'est la défaite de la Russie. On est dans une notion un peu différente. Et le fait d'avoir des armes qui viennent comme ça, en prolongeant la guerre, on donne une chance à la défaite de la Russie. Voilà, c'est un peu ça l'idée. Mais il faut bien se rendre compte des proportions. Quand on parle, par exemple, des lance-fusées multiples qu'on a données, les MLRS, les HIMARS, ces engins qu'on a donnés à l'Ukraine, ils ne représentent qu'une fraction de ce que l'Ukraine avait en système équivalent au début de l'offensive russe, mais qui a été détruit. Il y avait environ, pour les lance-fusées multiples, il y avait à peu près, grosso modo, parce que là, ça dépend comment on compte, etc., mais grosso modo, il y avait environ 500 lance-roquettes multiples dans l'armée ukrainienne en février. Et aujourd'hui, on pense faire la différence en leur en donnant une trentaine, peut-être une cinquantaine, si peut-être il y a des dons qui ont passé un peu sous la barrière des radars, etc. Donc, mais admettons même 50. Donc, c'est pas en donnant 10% de ce qu'ils ont déjà perdu qu'on va faire la différence. Donc, on n'est pas dans des livraisons d'armes qui ont un caractère décisif. Ça, c'est un élément important. Mais il ne faut pas oublier que Zelensky est entré dans ce conflit avec la parole des Occidentaux qu'il serait soutenu par les sanctions et par des livraisons d'armes à profusion et des armes modernes, etc. Et donc, il y a un peu, à mon avis, on n'a pas été honnête vis-à-vis des Ukrainiens. Parce qu'on leur a fait miroiter une défaite de la Russie que l'Ukraine n'était pas en mesure d'obtenir, et que les Occidentaux non plus avec leurs sanctions par ailleurs. Mais là, il y a une erreur d'appréciation des Occidentaux. On pense que la conjonction des sanctions et d'une guerre longue, finalement, affaiblira la Russie, et puis qu'ils n'arriveront plus, etc. Il ne semble pas qu'on soit dans ce schéma-là, et que la Russie probablement aura des difficultés. Une guerre est une guerre, on a des pertes de part et d'autre, on a
des victoires de part et d'autre aussi. Donc ça, c'est le jeu de la guerre. Ça touche les deux de part et d'autre de la ligne de front. Mais on a quand même le sentiment que militairement, les Russes ont le dessus et garderont le dessus. Donc les armes ont vraiment comme effet de prolonger la guerre. Et on voit d'ailleurs très bien que toutes les tentatives de faire la paix qui ont été faites par Volodymyr Zelensky dès le 25 février d'ailleurs. Il avait déjà proposé de négocier. Ensuite, en mars, à la mi-mars, il avait fait des propositions. Chaque fois, les Occidentaux qui sont venus derrière, qui ont dit non, tu ne négocies pas. On te fournit des armes, tu ne négocies pas. Et de nouveau, je ne cite pas la presse russe, je cite la presse ukrainienne qui nous dit qu'en mars, où Zelensky a fait des propositions assez intéressantes à la Russie, notamment sur l'abandon de souveraineté à la Crimée, la reconnaissance de l'indépendance des républiques du Donbass. Donc en gros, un petit peu ce que les Russes avaient dans l'esprit. Les Russes ont dit d'ailleurs, on est intéressé par ces propositions, on va travailler là-dessus. Mais à peine Zelensky avait fait ses propositions que Boris Johnson est venu, a d'abord téléphoné à Zelensky, puis lui a dit, écoute, tu retires ta proposition parce que sinon on ne te soutient plus. Tout simplement. Et il est venu exprès à Kiev pour réitérer sa demande. Il est venu en avril et Zelensky a totalement retiré son offre aux Russes. Et puis en juillet, on a eu le même phénomène. On a eu cette rencontre à Lvov entre Erdogan et Zelensky. Et l'idée était que Erdogan fasse un peu l'intermédiaire pour approcher une solution négociée du conflit avec la Russie. Eh bien, on a vu Boris Johnson débarquer immédiatement après et dire « ça ne se passe pas comme ça, si vous négociez, il n'y a pas de négociation, on ne peut pas négocier ». Il a fait d'ailleurs cette conférence de presse à Kiev. Il a dit « on ne négocie pas avec la Russie, sinon, eh bien, ça remet en question notre soutien ». Et puis là, d'ailleurs, dans les semaines qui ont suivi cette intervention de Boris Johnson, on a un des conseillers de Zelensky, Podolyak, qui a fait une déclaration assez intéressante où il a dit, je cite à peu près textuellement ce qu'il a dit, « Nous n'avons pas déclenché cette guerre pour qu'on nous impose sa fin de l'extérieur, ou pour qu'on nous dise de l'arrêter. » Donc, il confirme que l'Ukraine a déclenché l'intervention russe et que, après avoir déclenché ça, c'est pas simplement comme ça pour faire plaisir à quelqu'un qu'on allait l'arrêter. Il fallait vraiment qu'il y ait un gain pour l'arrêter. Donc les Ukrainiens sont en fait placés dans une situation où ils ont suffisamment payé par le sang les événements pour les retenir d'avoir une solution imposée de l'extérieur, si vous voulez. Ils veulent que leur sang ait servi à quelque chose, ce qui est légitime, quelque part. Donc, on a poussé l'Ukraine, je pense, dans une situation où elle n'avait pas imaginé être. Zelensky a été dupé, d'ailleurs il l'avait dit, je l'ai déjà cité dans mon premier ouvrage, Poutine, maître du jeu, il a été dupé, et il l'a dit, il s'est senti dupé par Joe Biden. Ce qui est un peu surprenant dans cette histoire, c'est que nos médias font l'impasse totale sur cette perception ukrainienne du conflit. On a la perception finalement occidentale qui pousse, il faut se battre, il faut lutter contre la Russie, il n'y a pas de négociation possible, etc. Alors que les Ukrainiens, eux, ils payent le prix du sang de cette histoire. Et eux se rendent compte que maintenant, ils ont mis le doigt dans un engrenage, et puis ils sont pris jusqu'au bras, et qu'ils n'arrivent plus à ressortir, et que ça leur a déjà coûté, du coup, un bras, c'est pas pour faire un mauvais jeu de mots, mais c'est un peu ça, et qu'en fait, on leur avait promis une victoire très rapide, pratiquement sans combattre, parce que les sanctions allaient finalement assurer la défaite de la Russie.
Donc ils ont été trompés pratiquement sur toute la ligne. Et aujourd'hui, au lieu de soutenir l'Ukraine en disant, bon, maintenant il faut se rendre à l'évidence que ce qu'on avait promis à l'Ukraine ne s'est pas réalisé, et que par conséquent, il nous faut revenir sur le terrain de la négociation pour préserver ce qui reste, préserver les vies en réalité, parce que maintenant on est dans une dynamique de combat, et la dernière offensive de Kherson, même de l'avis des Ukrainiens eux-mêmes, et même de l'avis, je me sens que c'est le Washington Post, mais je pourrais me tromper, il a parlé de pertes 5 fois plus nombreuses chez les Ukrainiens que chez les Russes, des pertes considérables chez les Ukrainiens. Donc on a poussé l'Ukraine vraiment à se sacrifier, et je déplore qu'aucun média ne prenne la défense de l'Ukraine. Aucun média ne prend la défense de l'Ukraine. On prend position contre la Russie, mais personne ne défend l'Ukraine. Personne. Et c'est particulièrement vrai de médias comme LCI, France 5, etc., qui sont très anti-russes, mais qui sont tellement anti-russes qu'ils en sont à oublier l'Ukraine, littéralement. Et là, je pense que nous, Européens, il y a vraiment un examen de conscience à faire dans cette affaire. Parce que nous aurions dû avoir beaucoup plus de retenue. Il y avait les intérêts américains. Bon, c'est les intérêts américains, on peut juger, bien, pas bien, chacun jugera à sa manière. Mais nous, les Européens, nous aurions dû avoir plus de recul dans ce conflit, d'avoir plus de rationalité dans l'approche du conflit, et puis de se dire que la défaite de la Russie ne devait pas se faire à n'importe quel prix. Or là, on l'a dit, dans un récent article, j'ai mentionné la parole de Lindsey Graham, qui est un sénateur républicain américain, qui disait il faut continuer à fournir des armes aux Ukrainiens et ils se battront jusqu'au dernier. Parce que c'est ça qu'on cherche à faire en réalité. On veut que les Ukrainiens se battent pour nous, d'une certaine manière. Et nous ne faisons rien pour eux. Et c'est pour ça que je pense qu'il y a un vrai problème chez nous. Le fait de ne pas avoir voulu voir ce conflit comme il est, mais comme nous voudrions qu'il soit, a fait en sorte que l'Ukraine s'est sacrifiée, à mon avis, pour rien. Est-ce que ces pourparlers de paix ont été abandonnés à cause de Boutcha? Alors, Boutcha, pour répondre à votre question, il faut comprendre que la manière de conduire la guerre en Ukraine et en Russie se base sur des prémices différentes. La guerre des Ukrainiens est menée par la politique. C'est Zelensky qui pilote la guerre. Du côté russe, la guerre est pilotée par des militaires. C'est les militaires qui font la guerre, qui font les comptes rendus, etc. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas la politique derrière, ça veut pas dire mais ce n'est pas lui qui conduit les opérations. Alors que du côté ukrainien, c'est Zelensky qui conduit les opérations. Ce qui a deux conséquences. La première, c'est qu'il n'est pas toujours en phase avec ses militaires. Parce que les militaires sont aperçus des erreurs que j'ai déjà évoquées. Dans mon livre Opération Z, j'ai repris le terme utilisé par Hitler qu'il avait donné aux soldats allemands se battant à Stalingrad. Il avait parlé du Durchhaltebefehl. Durchhaltebefehl, ça veut dire c'est l'ordre de tenir sur place. Quoi qu'il arrive, vous tenez. Point barre. On ne recule pas d'un mètre, quoi qu'il arrive. Et c'est effectivement l'ordre qu'a donné Zelensky. Et les militaires ukrainiens ne sont pas d'accord avec ça. Mais ils sont disciplinés, donc ils appliquent ce qu'on faisait. Mais il y a des tensions assez grandes entre Zelensky et les militaires. Les militaires préféraient pouvoir conduire la guerre de manière militaire, et je peux les comprendre. C'est la première conséquence. La deuxième conséquence, c'est que quand on conduit de manière politique, on la conduit avec la communication. On utilise des événements, peut-être on les crée quelquefois, pour pouvoir faciliter la décision opérationnelle. Et Boutcha, me semble-t-il, entre dans ce cadre-là.
Alors, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé à Boutcha, on ne le connaît pas avec précision. Dans mon livre, je parle du déroulement des événements connus qui ont été publiés par nos médias. Et quand on voit ce déroulement, en toute honnêteté, il n'est pas en faveur des Ukrainiens. Quand on voit le déroulement des événements, tels qu'ils se sont passés, tels que les Ukrainiens eux-mêmes l'ont présenté sur les réseaux sociaux et sur leurs médias. Mais techniquement, on ne sait pas. Ce qu'il y a de sûr, c'est que l'événement a été exploité à des fins opérationnelles. Et une manière notamment d'exploiter ça a été de dire, eh bien, de permettre de dire, on ne négocie pas avec les Russes parce qu'ils font des massacres, donc on ne négocie pas avec eux. Mais ça apparaît plus comme un prétexte que comme une raison. Parce qu'en réalité, que les Russes aient commis le massacre de Boutcha ou pas, les responsables devront être identifiés par une enquête internationale impartiale et punis. Ça me semble normal que les responsables du massacre soient punis, quels qu'ils soient. En Occident, on a fait comme si on savait qui étaient déjà les perpétrateurs. Et si on savait, si on était honnête, on devrait dire, bon, on ne sait pas, on laisse ce problème pour plus tard, on laisse les commissions d'enquête travailler, mais en attendant, on règle le problème de la guerre. Et la guerre, c'est des gens qui meurent tous les jours, etc. Et ça, on veut faire cesser. Donc, pour moi, le fait qu'il y ait un massacre à Boutcha n'est pas une condition ni nécessaire ni suffisante pour qu'on ne négocie pas un traité de paix. Et que paix, dans des termes bons qui devraient être négociés, et puis ensuite, alors, on revient sur les crimes de guerre, et il y a des gens qui seront condamnés. D'ailleurs, pendant la Deuxième Guerre mondiale, c'est un peu ce qui s'est fait. On a signé l'armistice, on a signé la cessation des hostilités, et ensuite, on a condamné les criminels de guerre. Donc, c'est pas parce qu'il y avait des crimes de guerre qu'on n'a pas fait la paix, ça aurait été complètement stupide. Donc, la réflexion qu'on a aujourd'hui de penser que parce que un aurait commis des crimes qui ne sont pas encore avérés d'ailleurs, enfin le crime est avéré, mais on ne sait pas par qui, sous prétexte qu'ils auraient été auteurs d'un crime, on négocie pas avec eux. C'est totalement absurde, ça n'a absolument aucun sens. Pour moi, ce sont deux choses qui sont séparées et qui doivent être traitées de nouveau. Les crimes de guerre doivent être sanctionnés comme il se doit, quels que soient les responsables. On a parlé du soutien occidental à l'armée ukrainienne. Où vont toutes les armes destinées à l'Ukraine? C'est une bonne question. En 2019, je vous ai déjà évoqué à plusieurs reprises ces rapports de la Rand Corporation qui prévoyaient déjà un conflit entre l'Ukraine et la Russie. Et en 2019, déjà, les chercheurs de la Rand Corporation avaient dit qu'il faudra fournir des armes à l'Ukraine, mais il faudra quand même faire attention parce qu'il n'est pas sûr que toutes les armes aillent à ceux à qui elles sont destinées. C'est déjà dans le rapport de 2019. Et très récemment, CBS News a fait un reportage sur les livraisons d'armes et arrive à la conclusion qu'il y a qu'entre 30 et 40% des armes qui arrivent à leur destinataire. Le reste se perd un petit peu entre les mafias, les détournements pour des mouvements terroristes, enfin, vous avez à peu près tous les scénarios possibles. Ce reportage a été censuré à la demande des autorités ukrainiennes, parce qu'évidemment, les Ukrainiens voient d'un mauvais œil un reportage qui présenterait ce qu'on suppose déjà, puisqu'on sait que l'Ukraine est un pays qui est fortement corrompu, c'est le pays le plus corrompu d'Europe. Ça, de nouveau, c'est Transparency International, même si encore Transparency International, déjà pour qu'ils disent ça, il faut vraiment penser que l'Ukraine est corrompue.
et je sais, pour avoir participé, de manière modeste, mais participé à un projet anticorruption de l'OTAN, que dans les pays de l'OTAN, personne n'a d'illusion sur la corruption au sein de l'Ukraine. Donc, même beaucoup de pays ont remis en question l'idée que l'OTAN puisse participer à des projets de lutte contre la corruption, tant la corruption est institutionnalisée en Ukraine. Donc le fait que des armes disparaissent est une chose, je pense, que tout le monde s'imagine assez bien, mais les Ukrainiens essayent évidemment d'atténuer cette image parce qu'ils se rendent compte que si vraiment il était avéré que les armes disparaissent comme ça par suite de corruption, eh bien, il y a de fortes chances pour que le soutien politique à l'Ukraine s'affaiblisse également. Donc, c'est pour ça que ce reportage a été censuré. On le trouve encore sur Internet, mais CBS News l'a retiré. Cela étant, on a différents... Alors, il faut dire des rumeurs éclairées. Il faut dire ça comme ça. Des rumeurs éclairées font état du fait que les Ukrainiens, ou certains Ukrainiens, pas évidemment tous, mais certains, auraient vendu des systèmes d'armes César à la Russie ou vendu des systèmes HIMARS à la Russie, de façon à ce que la Russie puisse décortiquer ces systèmes d'armes et en étudier les points forts et les vulnérabilités d'ailleurs. Mais le fait que des systèmes d'armes aussi imposants, parce que ce n'est pas un fusil, c'est quand même un système qui est assez important, le fait qu'ils aient été vendus, et nécessairement par les Ukrainiens aux Russes, montre que on est dans une société, dans un système, dans des institutions qui sont fortement corrompues. Et alors, ça a deux conséquences d'une certaine manière. La première, c'est que il faut se demander à quoi rime cet exercice si on aide un peuple ou une armée ou des institutions qui, elles, finalement, coopèrent d'une certaine manière avec l'ennemi. Donc, déjà, il faut se poser cette question-là. Et puis, la deuxième question, c'est une question plus fondamentale, de se dire, mais est-ce que vraiment on a... Peut-être je dois faire attention dans ma formulation, il ne s'agit pas de dire qu'on ne doit pas soutenir l'Ukraine, mais est-ce que vraiment est-ce qu'on n'est pas en train d'encourager, d'une certaine manière, le vice qui est le problème de l'Ukraine. L'Ukraine est un pays, vous savez, c'est le seul pays des ex-républiques soviétiques qui a un PIB inférieur aujourd'hui à ce qu'il était en 1990. Et ça, malgré le fait que le pays soit riche fondamentalement. Il a d'énormes richesses, mais ces richesses ont été totalement absorbées par la corruption. C'est une population qui décroît parce que ce n'est pas simplement la baisse de la natalité, c'est aussi parce que c'est une population qui émigre énormément, parce que ces gens ont compris qu'ils n'arriveraient pas à vivre dans un pays aussi corrompu. Et en cachant ces phénomènes-là, pour des raisons de politique anti-russe, d'une certaine manière, on ne veut pas montrer cette faiblesse ukrainienne, eh bien on encourage finalement cette faiblesse. Et puis, je ne pense pas qu'on aide l'Ukraine à aller sur le droit chemin, on la conforte dans un chemin qui n'est, à mon avis, pas le bon. Vous connaissez bien l'Ukraine. Est-ce que la résistance ukrainienne à la Russie est un mythe? Oui et non. Si on parle de la résistance dans les zones qui sont occupées par la Russie, oui, c'est un mythe. Parce que les populations dans lesquelles se trouvent aujourd'hui les forces de la coalition russe, d'abord c'est important de rappeler qu'il s'agit d'une coalition russophone en réalité, puisque vous avez effectivement des éléments de l'armée russe, mais vous avez aussi des éléments qui sont des milices locales des républiques du Donbass, de Lugansk et de Donetsk.
Donc déjà là, vous avez une partie de la population de ces républiques qui participent à la guerre. Donc ça vous donne déjà une indication du fait que ces populations, quand vous avez par exemple les batailles qu'on a eues ou qu'on a aujourd'hui encore en direction de Kramatorsk, etc., ces militaires se battent chez eux, sur leur territoire, dans le territoire où ils ont encore des amis, encore de la famille, etc. Ils utilisent le terme de libérer, alors on peut discuter le terme de libérer, mais c'est néanmoins, pour eux, ils libèrent un territoire non seulement qu'ils connaissent, mais dont ils connaissent les habitants et avec qui ils ont des attaches très profondes. Donc on peut déjà s'imaginer que dans ces terres-là, la résistance ne va pas tellement s'attaquer à ces combattants russophones. Donc on est dans tout le sud du pays, on a des populations russophones qui sont très proches culturellement et ethniquement de la Russie, et on ne constate pas de mouvement de résistance à proprement parler. Alors ça, c'est la partie non du mythe. Mais la partie oui au mythe, et la partie non du mythe, ce serait la partie occidentale. Il est certain que si la Russie s'aventurait dans la partie occidentale de l'Ukraine, là, on aurait certainement une vraie résistance qui se mettrait en place, qui a d'ailleurs des racines très profondes, puisque c'est des résistances qui ont déjà été établies dans ces régions-là, déjà dans les années 20, et qui n'ont fait que se perpétuer pendant toute la période soviétique, c'est-à-dire à partir déjà de 1917, bien sûr, enfin 1920, grosso modo, qui ont duré tout le long de la guerre froide, avec l'aide d'ailleurs des services secrets occidentaux. Donc cette résistance, elle a une existence historique, elle a une existence dans la mentalité des gens. Ils n'aimaient pas les soviétiques, et aujourd'hui, ils n'aiment pas les Russes. Si vous voulez, les Russes ont remplacé les soviétiques. À l'époque, ils étaient contre le communisme et contre les Russes. Aujourd'hui, ils sont simplement contre les Russes. Mais le phénomène est un phénomène qui est historique. Mais ça touche la partie occidentale de l'Ukraine. Donc, la résistance ukrainienne n'est pas un mythe, mais elle n'est pas entrée en action, en réalité. Et aujourd'hui, on essaye, dans nos médias, de nous faire croire que du côté de l'Est et du Sud, on a aussi cette résistance. Et là, c'est inexact. On ne voit pas de mouvement de résistance. On ne le distingue pas du tout. On a des mouvements de ci, de là, pas des mouvements, mais des actions de ci, de là, sans doute de forces spéciales et des choses comme ça. On a des attentats et des trucs comme ça. Mais ça n'est pas des mouvements de résistance. On n'a pas ce mouvement de résistance-là. C'est pour ça que je pense que si on devait imaginer un état final de cette guerre, je pense que les Russes ou la coalition russophone n'irait pas au-delà de la frontière des langues. Et c'est ma vue. Je ne suis pas dans la tête de Vladimir Poutine, mais je pense qu'ils n'iront pas plus loin que ça. Ça n'est pas du tout leur objectif. Et que l'idée qu'on a dit, voulait s'emparer de Kiev, s'emparer de toute l'Ukraine, réduire l'Ukraine à zéro, etc., je pense que c'est tout à fait faux. Parce que ça n'a pas de sens, ce serait vraiment un énorme problème pour la Russie, effectivement. Et c'est un problème que la Russie n'a pas du tout envie. En revanche, je peux m'imaginer que si l'Ukraine, d'aventure, par le jeu des opérations militaires, récupérait les territoires qui ont été, entre guillemets, libérés par les forces russophones, je pense qu'eux feraient face à une résistance. La partie russophone de l'Ukraine, notamment à partir de 2014, ne se sent pas ukrainienne, ne sent plus ukrainienne, parce que Kiev leur a en fait nié des droits qu'ils avaient auparavant, et le fait que ces droits aient été en grande partie disparus à partir de 2014, mais il y a eu aussi d'autres droits qui ont été encore supprimés en 2021,
Je rappelle qu'en 2021, les Ukrainiens ont adopté la loi sur les populations indigènes qui attribue des droits constitutionnels différents aux populations décrétées comme indigènes et les populations qui ne sont pas considérées comme indigènes. Et les russophones ne sont pas considérés comme des indigènes. Par conséquent, Kiev a tout fait pour que la partie russophone ne se sente plus ukrainienne. Et de nouveau, c'est une hypothèse de ma part, ni plus ni moins, mais je pense que si d'aventure les Ukrainiens récupéraient ces parties, ils rencontreraient alors une résistance. J'aimerais revenir avec vous sur la situation autour de la centrale nucléaire de Zaporijia en Ukraine. Première question, est-ce que vous craignez un accident nucléaire? Et in extenso, craignez-vous une guerre nucléaire? Il y a deux questions dans la vôtre, parce que ce qui se passe à Zaporijia et la manière dont un incident pourrait se développer est une chose, et une guerre nucléaire, c'est un autre problème. À Zaporijia, on a depuis le début juillet, on a des attaques sur la centrale. Les Ukrainiens disent que c'est les Russes disent que c'est les Ukrainiens. Mais du fait que les Russes ont, depuis le début, c'est-à-dire depuis le 4 mars, ils occupent le site de la centrale, ils ont des unités qui sécurisent la centrale. Ces unités sont des unités de la Rosgard, c'est-à-dire c'est la garde nationale russe. C'est des unités de sécurité. Donc ce n'est pas des combattants, ce n'est pas des gens qui ont du matériel lourd, c'est des sortes de gendarmes militaires, quoi, bien armés. Donc il faut que de la sécurité. Donc ils n'ont pas les moyens de combattre, de tirer de l'autre côté du Dniepr, etc. Donc le fait que le site soit bombardé, j'arrive difficilement à m'expliquer pourquoi les Russes bombarderaient ce site alors qu'ils ont des unités déployées sur le site. Et les éléments qu'on a actuellement, les photos qu'on a des restes de projectiles qu'on a retrouvés, montrent que ce sont des projectiles fournis par les Occidentaux. On a notamment, début juillet, on avait des drones suicides, ces drones kamikazes, qui étaient fournis par les Américains. Et puis après, on a vu des restes de missiles britanniques et des restes de missiles britanniques Brimstone, et puis des restes de missiles HIMARS. Donc tout porte à croire que ce sont les Ukrainiens qui bombardent. Maintenant, pourquoi est-ce qu'ils bombardent? D'abord, pour les Ukrainiens, je pense qu'ils ont fait une croix sur la partie sud du pays. Ils savent que c'est une partie qui ne se sent pas ukrainienne, et comme je l'ai dit tout à l'heure, ils savent que s'ils récupéraient cette partie, ils auraient beaucoup de problèmes avec les populations, probablement. Ils ne considèrent pas ces zones comme étant totalement ukrainiennes. Ils voudraient bien avoir le territoire, mais pas les gens, si je peux simplifier comme ça. D'ailleurs, c'est pas moi qui le dis de nouveau, il faut lire ce qu'ont écrit les théoriciens ukrainiens, que je cite dans mon livre. Ils veulent une Ukraine pure, et donc débarrassée du sang impur, quelque part. Donc, le territoire, ça leur va, mais les Russes dessus, ça, ils ne veulent pas. Donc, ils n'ont pas beaucoup de scrupules à déclencher quelque chose qui aurait un impact régional. Ça, c'est déjà la première chose. Le deuxième élément, c'est que les Ukrainiens ont annoncé à plusieurs reprises vouloir faire une grande offensive dans cette zone-là, la zone de Kherson, avec jusqu'à 1 million d'hommes. Enfin bref, ils ont annoncé des chiffres considérables. Déjà au mois de juin, ils annonçaient qu'ils reprendraient toute cette zone, etc. Et finalement, ils n'ont jamais réussi à le faire. Et le fait, quand ils ont commencé à bombarder la centrale, immédiatement est venue l'idée que s'il se passait un incident nucléaire, ou que pour prévenir un incident nucléaire, il fallait que la zone soit complètement démilitarisée. Donc, si vous voulez, l'idée des Ukrainiens, c'est qu'en créant le risque d'un incident nucléaire, ils engagent la communauté internationale
a exigé la démilitarisation de toute cette zone. Et quand je dis la zone, ce n'est pas seulement le site de la centrale, mais aussi tout ce qui est autour, de façon à éviter que la centrale puisse être prise d'une manière ou d'une autre sous les feux d'artillerie. Donc, pour les Ukrainiens, l'enjeu de Zaporijia, c'est d'avoir une zone démilitarisée, si possible sous contrôle international, ce qui serait une sorte de succès politique pour eux. Ce qu'ils n'arrivent pas à atteindre militairement, parce qu'ils n'arrivent pas à faire leur offensive qui leur permettrait de récupérer le terrain, eh bien ils le feraient par la voie politique en démilitarisant sa zone. Et démilitariser la zone, ça veut dire, compte tenu du fait que la communauté internationale considère que c'est un territoire ukrainien, ça veut dire le remettre à l'Ukraine en clair. C'est en fait ça que fait Zelensky. Et d'une certaine manière, on a accusé la Russie, mais je pense qu'en l'occurrence, c'est bien l'Ukraine qui fait un chantage nucléaire sur l'Europe et qui dit à l'Europe, si vous ne voulez pas que la centrale explose comme Tchernobyl, eh bien démilitarisez la zone et puis on arrêtera de tirer dessus. C'est un peu ce qu'il dit en quelque sorte. Simplement, avec la complicité de nos médias, on tient un peu dans le flou qui tire sur la centrale. Mais il semble très très clair que ce ne sont pas les Russes qui tirent sur la centrale, qu'ils occupent eux-mêmes. D'ailleurs, cette centrale, depuis mars, les Russes y sont. Ils fonctionnent avec du personnel ukrainien. C'est le personnel originel, parce qu'on a dit, oui, les Russes, ils ne savent pas gérer, ils pourraient créer un incident nucléaire parce qu'ils n'ont pas les capacités, ils n'ont pas l'expérience, le savoir-faire, etc. On a essayé de faire croire que c'était les militaires qui avaient repris en main la centrale. C'est faux. Vous avez tout le personnel de la centrale ukrainien est resté le même personnel. Il opère ses rotations, il y a des gens qui sont en vacances, ils reviennent, etc. Donc ces chiffres sont même donnés par l'AIEA, donc je n'invente rien. La gestion de l'usine est toujours faite par Energatom ukrainienne. Et l'entité, l'administration qui supervise la sécurité de la centrale est toujours l'autorité ukrainienne. Donc les Russes n'ont absolument rien remplacé de tout ça. Ils laissent toute la gestion du site est faite par les Ukrainiens, par du personnel ukrainien et par les autorités d'Ukraine. Et d'ailleurs, les Russes n'ont pas essayé de couper l'électricité pour les Ukrainiens. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'à partir du moment où les Ukrainiens ont commencé à tirer pour inciter les Occidentaux à réagir, évidemment que les Russes ont dû couper l'électricité à un moment donné parce qu'ils ont vu que le risque était tel qu'un incident se passe qu'il fallait donc, si vous voulez, déconnecter les réacteurs de façon à éviter qu'un incident puisse se dérouler. Mais l'idée des Russes n'était pas de déconnecter la centrale. Ils ont, comme d'ailleurs les Russes ont toujours fourni du gaz à l'Ukraine, ils continuent à payer les droits de passage du gaz à l'Ukraine, même alors qu'ils sont en guerre. On oublie un peu de dire tout ça, mais les Russes sont restés selon les contrats qu'ils ont faits, et c'est la même chose avec la centrale de Zaporijia. Alors ça, c'est un aspect. Maintenant, l'effet de la guerre nucléaire, alors ça, c'est évidemment les Occidentaux qui ont amené cet élément, parce qu'on essaye de trouver n'importe quel prétexte pour intervenir encore davantage dans le conflit et puis essayer d'intervenir davantage. On a vu que les X paquets de sanctions qu'on a fait contre la Russie ne fonctionnent pas, donc on essaye de trouver des moyens alternatifs pour intervenir encore davantage contre la Russie dans ce conflit. Et donc l'idée d'une guerre nucléaire est venue périodiquement. Même au début, c'est intéressant parce qu'en mars, lorsque les Russes sont arrivés sur le site de la centrale, vous vous rappelez qu'il y a eu un incendie qui s'est déclaré dans un bâtiment administratif. Alors on a tout de suite dit que les Russes tiraient sur la centrale, qu'il y avait des risques nucléaires, etc. En réalité, le même jour où on disait ça, l'AIEA disait que c'était tout à fait faux, que les réacteurs fonctionnaient tout à fait normalement, que les sites techniques n'avaient pas été touchés, qu'il y avait ce bâtiment administratif qui a été touché. Et d'ailleurs, on n'a jamais réussi à savoir exactement quelles avaient été les circonstances de ce début d'incendie dans un bureau. Voilà. Donc,
il faut rester là sur les faits. Tout le reste, c'est des choses qu'on a brodées autour pour essayer de dire que les Russes essayaient de tirer sur la centrale au mépris de toutes les sécurités, etc. C'est pas vrai. Les Russes sont très conscients de ça et les Russes n'avaient aucune intention de déclencher un incident nucléaire et certainement pas de déclencher une guerre nucléaire. Mais dès mars, on a dit que Poutine n'hésitait pas à utiliser l'arme nucléaire, qu'il était prêt à utiliser tous les moyens possibles pour déclencher un conflit nucléaire. Alors, c'est tout à fait faux. Les Russes sont restés d'ailleurs sur leur doctrine qu'ils n'utiliseront pas l'arme nucléaire en premier, alors que, je vous le rappelle, mais ça, aucun média occidental ne l'a mentionné, en début avril, c'est Joe Biden qui a signé un décret qui autorise les États-Unis à utiliser l'arme nucléaire en premier, ce qui n'était pas le cas auparavant. Donc aujourd'hui, les Américains se sont donné le droit d'utiliser l'arme nucléaire en premier. Les Russes sont restés sur leur position, qu'ils n'utiliseront pas l'arme en premier. Mais d'un autre côté, vous voyez, la Corée du Nord a vu ça et elle aussi a dit, puisque les Américains font comme ça, moi je déclare aussi le droit de pouvoir utiliser l'arme nucléaire en premier, de façon à pouvoir l'utiliser de manière préemptive. Les Américains, en prenant cette décision, ou Joe Biden en prenant cette décision, a tout d'un coup déséquilibré l'échec, le jeu d'échecs, l'échiquier, de la capacité nucléaire. Parce que autrefois, on était arrivé plus ou moins au consensus que l'arme nucléaire devait être une arme de dissuasion et qu'elle ne devait être utilisée qu'en dernier recours. Donc, personne ne s'est engagé à utiliser l'arme en premier. En changeant ça, les Américains ont créé un précédent qui fait qu'à partir du moment où eux se donnent le droit d'utiliser l'arme en premier, les autres se disent « oui, mais alors, moi je suis un idiot, pourquoi moi je me contrains à l'utiliser en deuxième, alors que lui se la donne, donc moi aussi je m'arroge le droit d'utiliser l'arme nucléaire en premier ». Et donc on part dans une escalade qui a été de nouveau déclenchée par les Américains.